Donc nous allons aborder maintenant un aspect relatif donc à la culture des Atlantes. Et la première chose que l'on va regarder, c'est un petit peu l'écriture qui pouvait être utilisée de ce côté-là de l'Atlantique, du côté de Cadix, du côté de la civilisation de Tartessos et donc de toute l'Andalousie, y compris même bien au nord, hein, puisque on retrouve des éléments de cette écriture jusqu'aux Pyrénées. Et donc, on peut repartir sur déjà les premiers éléments. C'est Strabon qui va écrire que les Turdettes, dont on a vu donc la localisation, donc au niveau de Cadix, hein, c'est la peuplade la peuplade ibère qui vivait sur l'emplacement de la ville de Cadix et autour d'Atlantis et, et de ces villes-là. Les Turdettes avaient des lois écrites en vers qui étaient vieilles de 6000 ans. Donc, vous voyez, à l'époque de Strabon. Donc, 6000 ans, eh bien, ça veut dire que c'est largement bien avant la première tablette qu'on a pu retrouver de Sumer. Bien avant n'importe quelle écriture qu'on a pu utiliser sur Terre. Donc, comme je vous l'ai dit, les Turdettes, ce sont la population qui vivait en Andalousie au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc, si ces Turdettes-là, qui sont de Cadix en Andalousie au 1er siècle avant Jésus-Christ, ont des lois qui étaient écrites en vers et qui sont vieilles de plus de 6000 ans, autant vous dire que ça ressemble fortement à ce que dit Platon, à ce qui indique que ces gens avaient une civilisation donc bien antérieure à toutes les autres. Le professeur Diaz Montechano d'ailleurs va faire des études là-dessus et il a trouvé qu'en Espagne, un os daté par l'Académie des sciences de l'Université d'Oslo de 4000 ans avant Jésus-Christ, eh bien cet os comporte un texte en écriture ibérique du sud-ouest. Donc cet os qui a 4000 ans, en fin de compte, normalement ça devrait être c'est la plus vieille forme d'écriture au monde, même bien antérieure à la première tablette sumérienne. Maintenant, bien évidemment, ceux qui sont contre ceci disent que si l'os est très ancien, à 4000 ans, c'est qu'il sûrement il a été gravé en revanche beaucoup plus tardivement. Donc on ne peut pas dater les gravures. On peut dater l'os, mais on peut difficilement dater la gravure. Et c'est un peu le problème au jour d'aujourd'hui. Peut-être qu'un jour on arrivera à le faire, mais aujourd'hui c'est difficile. Dans tous les cas, le déchiffrage de cet os et des caractères qui sont indiqués et qui correspondent à un alphabet préhistorique en écriture ibérique du sud-ouest, soit l'écriture tartésienne, globalement, le professeur Diaz Montechano a pu le décrypter grâce aux éléments que l'on connaît de cette écriture au jour d'aujourd'hui, et comme vous le voyez, il en a pu extraire donc un déchiffrage du texte qui signifierait Atal Tarté. Donc, alors Atal Tarté, qu'est-ce que cela veut dire? Donc on retrouve Atal et Atlas, Atal, Atlante, Atal, Atalaya ou Atlanta. Enfin, vous voyez, hein, il y a la même racine de Atlantique ou les Atalantes aussi, on retrouve aussi dans la mythologie, il n'y a pas que les Atlantes, on retrouve aussi les Atalantes aussi, donc tout cela, ça fait référence à ce que l'on connaît, à ce dont on parle, à notre sujet. Et puis Tarté, Tarté, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement, mais vous savez bien qu'il y a Tarté sauce. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme prospective là-dessus, sur sens de ce mot? Je n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire. Donc le déchiffrage, lui, il a été confirmé par le Norwegian Institute of Paleography and Historical Philology. Donc je pense que là-dessus, c'est c'est indubitable, c'est bien ce que cela veut dire, sur cet os de 4000 ans avant Jésus-Christ. Et donc ça ferait de lui, s'il était attesté que ces lettres ont été gravées au même moment que ce morceau d'ivoire a pu être mis en terre, a été laissé, ça ferait de lui la première source d'écriture au monde, bien avant la première tablette de Sumer. Alors mon petit décryptage, c'est que Atal Tarté, donc Atal, Atlante, Atlantis, c'est la ville peut-être, ou le dieu Atlas, Atal, Atlas, le dieu, et
Astarté, eh bien, ça me fait penser à Astarté, vous savez, la déesse, pareil, dont il y a des temples qui sont présents en Andalousie, à Cancho Roano, qui font état d'une symbolique d'Astarté, qui était une déesse qui était aussi adulée par les Phéniciens, donc qui ont des liens très profonds, très, euh, très étroits avec l'Andalousie, on le sait, à Cadix, avec Melkart, Héraclès, etc. Donc Astarté, et vous savez qu'il y a des villes qui s'appellent Asta, il y a beaucoup de villes qui s'appellent Asta en Andalousie, des villes antiques, des villes ibères. Donc Astarté, est-ce que Asta-Tarté, est-ce que Tarté ne serait pas le mot qui veut dire le dieu, la divinité, et que Tartessos du coup ce serait le pays des dieux, puisque c'est énoncé plusieurs fois dans des différents écrits que c'est là où les dieux sont nés. Donc si c'est le pays des dieux, et si c'est là où ils sont nés, Tartessos voudrait dire Essos étant le suffixe équivalent à celui des Romains, pour les Romains utilisaient agna pour indiquer le suffixe d'un pays, hein. Et est-ce que, en fin de compte, Essos ne serait pas le suffixe de pays, et donc Tarté, le mot Dieu, donc le pays des dieux, et que donc en fin de compte, Atla Tarté, ce serait au dieu Atlas, hein, qui est l'équivalent du dieu Chou qu'on retrouve sur les cartes de l'Atlantide, que le professeur Diaz Montechano a retrouvé, qui montre le détroit de Cadix, le golfe de Cadix. Est-ce que ce ne serait pas donc en fin de compte un ex voto, un ex voto, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on dédie, qu'on donne à un dieu une fois qu'il a exaucé votre vœu. C'est ex voto, c'est après le vœu, c'est ce qu'on donne pour récompenser la divinité d'avoir exaucé ce que vous lui avez demandé. Donc en fin de compte, Ataltarté, ce serait pour le dieu Arté, pour le dieu Atlas, pardon. Euh, ou alors ce serait la divine Atlantis, éventuellement. Enfin, en tout cas, quelque chose qui fait rapport avec Tarté qui serait divin et Atal qui voudrait dire soit un début du nom de la ville Atlantis, soit le nom d'Atlas, le nom du dieu qui soutenait le ciel et qui était le dieu principal, le dieu principal qui était de la ville d'Atlantis et qui régnait sur la ville d'Atlantis, qui soutenait le ciel. Voilà ma petite interprétation. Voilà les éléments sur l'écriture préhistorique, avec un début de réponse et de controverse, hein, parce que la controverse reste entière sur les gens qui pensent que ça a été écrit sur un os vieux de 4000 ans, mais bien après, et ceux qui pensent que ça a été écrit au même moment, bien évidemment. C'est très difficile, c'est impossible à prouver au jour d'aujourd'hui, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Pour continuer avec cette écriture préhistorique, qui serait une des premières, il n'y a pas que le professeur Diaz Montechano qui l'a étudié et qui en a fourni tout un tas d'exemples que l'on retrouve d'ailleurs sur énormément de parois préhistoriques. Il y a aussi le professeur Ana Maria Vasquez qui a montré la présence d'une écriture ibérique qui serait datée pour la plus vieille de 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est 1000 ans avant l'os que vous avez vu, et qui serait antérieure de 1500 ans à la première tablette sumérienne qu'on a retrouvée, originaire de l'écriture de Sumer, qui serait à l'origine, soi-disant, de notre alphabet. Donc vous voyez que là, on a retrouvé pour exemple, c'est pas le seul, mais il y a énormément de choses qui ont été retrouvées dans la matière. Un polissoir à flèche. Donc vous voyez, sur ce polissoir, il y a une petite goulotte sur lequel, en fin de compte, on voit encore la trace de la pierre, de la pointe de la flèche qui était emmanchée en fin de compte, sur le bout de bois qui lui servait de corps, hein, et il venait donc frotter les pierres pour les aiguiser en fin de compte, hein, donc pour les polir, quoi, pour qu'elles pénètrent plus profondément. Et donc sur ce polissoir, ici, vous voyez, il y a des petites encoches, il y a des petits traits. Et quand vous en faites le dessin de ces traits, vous le regardez au microscope, eh bien, il y a des caractères gravés. Cette pierre a été trouvée à Huelva, et elle est plus vieille de 2000 ans que l'alphabet phénicien. Vous voyez, donc voilà, et elle reprend des éléments de l'alphabet phénicien, hein. On voit ici le N, hein, ici vous voyez un espèce de sigma, de E à l'envers. Ici vous trouvez, vous voyez encore le sigma,
Alors ça c'est la croix, je ne sais plus, je crois que c'est la Tao, c'est ça? Je suis pas un grand spécialiste de ce genre de choses, mais en tout cas on y retrouve certaines des lettres qu'on a. Et vous voyez ici les 24 signes de l'écriture préhistorique qui a été trouvée à Huelva. À Huelva. On y reconnaît certains signes proches du phénicien, comme je viens de vous le montrer. Et toutes ces thèses, elles sont soutenues par des gravures qui ont été trouvées surtout en Espagne, au Portugal et puis en France. Donc sur la partie ibère qui va de Gibraltar jusque au milieu au milieu de la France, sur des artefacts ou dans des grottes. Car sur des grottes, on retrouve des signes qui sont du même ordre, avec les mêmes caractères qui sont à l'intérieur d'animaux parfois. Donc on trouve les mêmes caractères qui sont à l'intérieur de chevaux qui peuvent être dessinés. Et qui pourraient prouver éventuellement ou amener des faisceaux d'indices pour démontrer que en fin de compte, l'écriture serait en fin de compte née en Occident et non pas à Sumer, même si elle a pu être ensuite, ils ont pu en inventer une forme, hein, je pense que... Mais en tout cas, la plus ancienne serait peut-être née en Occident et notamment en Espagne avec cette civilisation atlante. Voilà. Et je vous conseille de lire, je ne l'ai pas lu moi non plus, le livre du professeur Ana Maria Vasquez, qui est en espagnol pour les hispanophiles, et qui s'intitule Las golondrinas de Tartessos. Voilà. Alors nous allons rentrer dans des aspects plus analogiques et moins analytiques de notre étude. On peut faire des parallèles en fin de compte euh, avec ce qui est décrit par Platon. Et Platon écrit dans le Critias, donc tous les 5 ou 6 ans, il y a des taureaux qui sont libérés dans l'enceinte du sanctuaire de Poséidon, donc dans le cercle concentrique le plus à l'intérieur de la ville d'Atlantis. Et les 10 rois, ils sont seuls dans cet anneau-là, avec les taureaux qui sont libérés à l'intérieur. Et il prie le dieu de capturer la victime qui lui est agréable. Sans armes de fer, avec juste des épieux et des cordes. Et donc ils se mettent en chasse à l'intérieur de l'île. Euh, et donc ils capturent un des taureaux et ils l'amènent près de la colonne. Vous savez que devant les temples atlantes, il y a des colonnes, hein, comme dans le temple de Melkart et d'Héraclès. Et ils le conduisent à la colonne et ils l'égorgent à son sommet devant contre l'inscription. Voilà. Donc c'est ce qu'indique Platon. On peut retrouver en Crète, on a trouvé effectivement des fresques de taureaux qui attestent la pratique de la taurocatapsie, c'est-à-dire qu'on voit des jeunes femmes, des jeunes hommes en tout cas, je pense que c'est des jeunes femmes, mais ça peut être aussi des jeunes hommes, je crois, qui pratiquent un saut au-dessus du taureau, comme les corridas landaises, hein, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, maintenant, donc, qui pratiquent en fin de compte ce genre de pratique, hein, ce genre de sport. C'est un sport aujourd'hui même. L'origine des populations minoennes, elle a récemment été démontrée comme provenant d'Europe de l'Ouest. Donc en Irak ou en Iran, il y a des statues antiques de taureaux qui existent, qui est un symbole de force, mais qui ne sont pas du tout, qui ne font pas référence ni à un sport, ni à une pratique, ni quoi que ce soit. Et en Grèce antique, il y a pu avoir des sacrifices d'une centaine de taureaux qu'on appelait des hécatombes qui étaient pratiqués, mais ça reste à démontrer. Ça reste à démontrer, ce genre de choses, hein. Je l'ai lu, mais je suis très sceptique. Maintenant, l'endroit où la tauromachie a dû exister remonte sûrement à la nuit des temps, puisqu'on n'a pas on n'a pas d'origine, on ne sait pas qui a pu inventer la corrida en Espagne, mais l'endroit où la corrida existe, où elle a existé de tous les temps, elle remonte à la nuit des temps, c'est sûrement l'Espagne. Ce n'est que là. La Perse, la Crète et la Grèce, en tout cas, sont très très loin des colonnes d'Hercule, comme on a déjà pu le voir.
et elles ont toutes perdu le peu de pratiques mineures relatives à des taureaux, quels que soient les cultes ou à des hécatombes ou quoi que ce soit, ou la crête à la taurocatapsie, ça fait longtemps que les crétoines sautent plus par-dessus les taureaux. En revanche, la corrida, elle perdure. Elle reste très présente. Elle est encore présente aussi en France, dans le sud de la France, y compris dans le sud-ouest, mais aussi dans le sud-est, hein, en Camargue. Il y a une tradition à ce niveau-là. Il y a aussi, il y a des corridas qui mettent à mort, et il y a des pratiques qui ne mettent pas à mort les taureaux. Mais effectivement, la plus répandue sur l'ensemble du territoire ibère et espagnol, et même peut-être sur le peu qui peut exister en France, c'est la mise à mort du taureau, comme le faisaient les ibères, les rois ibères. Alors, est-ce que c'est une survivance du peuple attente? En tout cas, c'est le seul endroit où ça existe. Ça n'existe pas, je ne crois pas en Asie. Ça n'existe pas ailleurs, ou alors dans des zones qui sont trop reculées pour que ça fasse référence au peuple atlante. Donc, c'est quand même un argument de plus, hein, puisque, comme le dit Platon, par rapport à ce qu'il précise, c'est quand même le seul endroit où ça se passe. Donc, seule la corrida, bah, elle semble correspondre en tout point. C'est signe d'un ancrage culturel quand même assez profond, hein, et ça veut dire donc que ça remonte à la plus haute antiquité. Et puis ce qu'il faut voir, c'est que bah, la reine, en fin de compte, le côté rond de la reine, ça remonte. Ça remonte quand même, ça ressemble aussi à l'île d'Atlantis, hein. C'est-à-dire que même le Colisée que les Romains vont faire, il n'est pas rond, il est ovale le Colisée. Or, il n'y a que les arènes qui sont rondes. Les arènes de corrida, elles sont rondes, elles sont pas ovales. Les stades de foot sont ovales parce que le terrain de foot est rectangulaire. Donc pour l'encadrer, il faut bien que ce soit ovale. Mais si vous avez été voir, si vous avez vu des arènes de corrida, les arènes de corrida, c'est rond, comme l'île d'Atlantis. C'est pas carré, c'est pas rectangulaire, c'est pas un stade, c'est pas ovale, c'est rond, une arène. Comme l'était l'île centrale d'Atlantis. Donc les costumes des participants, ils sont, vous pouvez le constater, ils sont ils paraissent extrêmement riches, ils sont très richement brodés, comme peuvent l'être les monarques, les rois en fin de compte, hein, comme si le participant était quelqu'un d'extrêmement important, comme si c'était un roi. Et d'ailleurs, le torero qui tue le taureau est porté en triomphe. Donc c'est quasiment, ça relève du culte, hein. Donc ici vous pouvez voir bon, un exemple de corrida, hein. Alors je sais pas si c'est une corrida espagnole ou si c'est une corrida portugaise, mais vous voyez qu'ils sont tous autour, ils attrapent le taureau à main nue, ils sont à plusieurs, hein, donc comme le faisaient les, les rois atlantes, et puis qui n'étaient armés que d'un pieu et d'une corne. Et puis ici vous voyez donc l'aire d'influence, la zone d'influence du peuple ibère qui va jusqu'à la Garonne et jusqu'au Rhône et un peu au-delà, hein. Donc ça correspond à l'ère d'influence des Ibères, hein, et ça correspond, cette ère-là, à l'ère d'influence, vous voyez, à l'ère de pratique des corridas avec ou sans mise à mort du taureau. Donc les parties claires sont mises à mort, les parties foncées avec mise à mort du taureau. Et donc ce rite devait maintenir la cohésion et la coopération des rois atlantes entre eux, puisque ils se réunissaient pour participer à ce défi en fin de compte. Et vous savez qu'un taureau, quand même, c'est une bête sauvage, hein. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et affronter une telle bête dans une arène fermée en cercle, je pense que ça a pour effectivement un principe et pour effet de vous souder avec les gens avec qui vous devez affronter ce genre de choses. Donc voilà pour la tauromachie atlante. J'espère que ça vous a convaincu. Alors toujours dans la partie sur le rite des Atlantes et de cette mise à mort du taureau, les tuniques, on va parler des tuniques royales des Atlantes, puisque les rois de l'Atlantide, ils s'habillent de vêtements bleus lorsqu'ils se réunissent tous les 5 ou 6 ans, pendant la nuit qui va suivre la tauromachie, donc la mise à mort du taureau au milieu de l'île de l'Atlantide, au milieu de l'île Atlantis. Euh,
ou de la ville Atlantis. Encore de nos jours, il faut bien avoir en tête que c'est toujours la couleur préférée des Européens de l'Ouest, le bleu. Euh, les Touaregs et les Berbères, ils s'habillent encore de ces tenues bleues. Donc tout à l'heure, vous l'avez vu, hein, avec Azaès, qui pouvait être aussi un des royaumes atlantes qui se trouvait sur la partie atlantique du Maroc. Donc les Touaregs qui sont dans le Sahara et qui sont, il y a une partie qui est au Maroc, hein, et les Berbères qui sont, il y en a beaucoup au Maroc, des populations berbères, pourraient être les descendants de cette partie africaine de l'Atlantide, des Atlantes, puisqu'ils ont conduit, eux, même le peuple chez eux, a maintenu la tradition de s'habiller en bleu comme ceci. Et plus tard, les Phéniciens, ils vont extraire la pourpre du murex pour teindre les vêtements. Alors, la pourpre, dans notre esprit, la pourpre c'est rouge, effectivement. Et effectivement, quand on extrait les sucs du murex, ça peut générer, en fin de compte, une teinture qui est plutôt rouge, qui est plutôt rosée, violette, pourpre, rouge. Mais c'est plutôt rosé, c'est plutôt violet. Mais c'est pas la majorité de ce que j'ai pu voir dans un documentaire sur quelqu'un qui teint du tissu avec du murex, qui a reconstitué un petit peu les techniques de teinture. Alors je sais pas si sa technique est tout à fait est au point, mais en tout cas, j'ai remarqué une chose dans ce documentaire, c'est que avec le murex, eh bien, on a beaucoup plus de teinture qui teint en bleu que de teinture du murex qui teigne en rose, violet, le tissu. Donc, ce qui pourrait expliquer la teinte bleue des rois atlantes si la pratique de cette teinture existait déjà chez les Atlantes avec le murex et qui se serait étendue ou qui aurait été communiquée aux Phéniciens qui l'auraient développé. Voilà. À moins que les Phéniciens aient trouvé un moyen de rendre essentiellement la teinture utilisée à partir du murex qui étant beaucoup plus vers le rouge que vers le bleu. Mais voilà, il se trouve que les Touaregs et les Berbères, surtout les Touaregs, vous voyez un Touareg ici, dans le désert, qui est encore habillé tout de bleu, c'est sa couleur, des pieds à la tête. Il est en bleu, comme l'étaient sûrement les Atlantes, les rois Atlantes, le soir de la mise à mort du taureau. Alors, nous allons parler maintenant de l'armée atlante. Vous savez que les Atlantes étaient un peuple, d'après Platon, qui était assez agressif, hein, qui a été dans l'agressivité jusqu'à l'hubris, c'est-à-dire qu'il s'est tellement prétentieux qu'il a cru pouvoir dominer une grande partie du monde au point de s'affronter avec les Athéniens qui leur ont résisté et qui ont même gagné. Mais apparemment, les Atlantes sont des peuples qui sont assez belliqueux, hein, et donc on va passer en revue un petit peu les différentes composantes qui font partie du texte de Platon. Donc dans Platon, on retrouve des Atlantes qui ont des chars de combat, comme les Celtes qui en avaient, les premiers Celtes, ou les Hyksos qui ont envahi l'Égypte. Et donc c'est ce qu'on retrouve sur des stèles. On a trouvé énormément de représentations de chars sur des gravures rupestres en Espagne et surtout en Andalousie, encore une fois, donc ça vient confirmer encore ce genre de choses. Et les chars sont souvent représentés avec leur attelage de chevaux, et vus du dessus et de façon aplatie. Bon, c'était une façon, vous savez, les Égyptiens, eux, ils aplatissaient sur le côté. Les Atlantes ou les Andalous, eh bien, ils devaient représenter, ils aplatissaient sur le dessus. Bon, chacun son style. Et donc ici, vous voyez donc la représentation d'un char que je vous ai surligné en rouge. Vous voyez. Le char avec les chevaux sur la partie inférieure de la stèle d'El Capote. Il y a Higuera la Real près de Badajoz, qui se trouve ici sur la carte de l'Espagne. Donc, c'est plutôt vers le sud, c'est juste au-dessus de la Sierra Morena. C'est entre le Portugal qui est à gauche et l'Espagne qui est à droite, c'est à la frontière. Et donc, vous voyez ici donc le char qui est orienté, qui va donc de gauche à droite.
Et donc avec ici, vous voyez les pattes, la queue du cheval, les pattes, les deux pattes arrière du cheval, les deux pattes avant du premier cheval, ses deux oreilles, sa tête, qui est attachée, vous voyez, au timon qui tire le char, à l'autre cheval, le deuxième, donc il y a deux chevaux sur ce char, le timon qui arrive à l'arrière, et les deux roues de chaque côté qui sont vues de façon écrasée, aplatie. Voilà. Donc de ce genre de représentation, vous en avez, quelques-unes, hein, vous en avez pas mal. Donc c'est ce qui prouve que sur ces stèles préhistoriques, eh bien en Andalousie et en Espagne, en Ibérie, pas loin de l'océan Atlantique, pas loin de cette zone-là, vous en avez énormément. Alors, je vais essayer de vous trouver celle qui était la plus claire, mais il y en a énormément d'autres, hein. Vous avez des représentations de guerriers avec des épées et très très souvent avec des chars, hein. C'est vraiment un élément fondamental. Vous voyez ici le guerrier avec ses cornes, hein. Apparemment, les cornes qui partent directement de la tête. Donc voilà, c'est les guerriers taureaux. C'est peut-être pour ça que ici on retrouve peut-être même hein, quelques golondrinas, des tartessos, c'est-à-dire des éléments d'écriture. Je ne sais pas si ça a été déchiffré ou si c'est venu de l'esprit, mais on a l'impression que c'est écrit de droite à gauche. Voilà. En tout cas, ici vous avez un char qui pourrait être un char Atlante, en tout cas, qui est un char espagnol, Iber, et qui est un char préhistorique. Donc, et il y en a énormément d'autres. Je vous laisse les chercher si vous voulez sur Internet. Il y a énormément de représentations. Ici, pour continuer avec l'armée atlante, donc ces guerriers, ce peuple en fin de compte très belliqueux, très agressif dans sa façon d'être, qui n'aime pas vraiment les étrangers, qui s'occupe en fin de compte de les réduire à leur plus simple expression. On peut indiquer, Platon indique que les Atlantes ils ont des hoplites, hein, c'est-à-dire des soldats, des fantassins, qui combattent à pied ou à cheval, donc puisqu'ils adorent les chevaux, les Atlantes adorent les chevaux, et donc ils ont une cavalerie, donc, mais il y a aussi des fantassins. Il y a aussi donc sûrement le char qui comporte deux chevaux, donc à mon avis c'est sûrement pour les plus riches, c'est un élément de la royauté ou des plus nobles d'entre eux existe aussi. Mais ce qui est le plus caractéristique, ce qu'il indique, c'est que ces hoplites, contrairement, vous savez, au gros bouclier de l'hoplite grec, qui est très très large, qui englobe complètement son corps et qui recouvre même une partie du corps de celui qui se trouve à ses côtés, eh bien, il indique que par contre, les hoplites atlantes, ils combattent à pied ou à cheval, mais avec surtout des petits boucliers. Or, c'est assez étonnant encore. Le guerrier ibère antique, eh bien lui, il combat avec un petit bouclier. Il combat avec qui s'appelle la caetra, donc que l'on connaît très bien, vous voyez. Donc ça c'est le guerrier ibère antique. Hein. Alors non pas préhistorique, mais vous voyez, le bouclier il est beaucoup plus petit que le bouclier grec qui recouvre tout le corps. Le bouclier du guerrier ibère, il ne sert qu'à parer en fin de compte les coups. Il est beaucoup plus souple, il permet une attitude beaucoup plus dynamique et offensive. Et en général, il est utilisé en collaboration avec une épée qui est un petit peu plus courbe que l'épée grecque ou les épées même les épées romaines qui sont plutôt droites et qui s'appelle la falcata. Vous voyez, qui a une espèce de poignée enserrée, vous voyez, qui est très spéciale avec une forme courbe, hein, qui est entre le cimeterre à l'envers, hein, le couteau, enfin, qui permet de passer ben, sur les côtés, en dessous. Donc, vous voyez que l'art de la guerre est extrêmement développé. Hein, et on retrouve donc la caetra sur les statues donc, que l'on peut voir au musée de Lisbonne. Hein, ces sculptures géantes de guerriers ibères, hein, c'est sûrement des guerriers celtes-ibères, ceux qui sont arrivés en Galice, hein, de ce côté-là, et qui ont conquis la partie des Ibères, mais ils ont dû, comme à chaque fois dans l'humanité, c'est à la fois des conquêtes et à la fois
et à la fois des mélanges de populations, hein, parce qu'il n'y a pas que de la guerre, on n'extermine pas les populations quand on conquiert un pays, on se mélange aussi en général avec. Et donc, ces guerriers celtes, ces guerriers ibères ou ces guerriers atlantes de l'Atlantique, donc, vous voyez, ils ont encore, eux, les petits boucliers, les petites caëtras des ibères, avec lesquels, et vous voyez que ces guerriers sont immenses, hein. Je ne peux pas vous donner d'échelle, mais je les ai vus, puisque j'ai eu la chance d'aller là-bas. Euh, cette statue est largement, si vous mettez à côté, vous arrivez à peu près au niveau du coude, hein. Voilà. Donc, et elle repose sur un socle, hein. Donc, c'est c'est pour vous donner une idée, hein. Il y a un socle de, de 50 à 80 cm. Donc, si vous mettez à côté, globalement, vous arrivez ici, hein. Donc, pour vous donner une idée un petit peu. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, encore une fois, la caëtra, ce petit bouclier dont Platon parle, eh bien, il se trouve encore en Ibérie. Vous voyez. Donc, c'est le petit bouclier rond des Ibères. Les Ibères qui utilisent une épée courbe, donc, avec un pommeau qui en serre la main. Voilà. Cette épée, elle n'est pas indiquée dans le texte de Platon, mais on peut imaginer que c'est un oubli ou que ça a été, c'est quelque chose qui n'était pas très caractéristique des Ibères, puisqu'en fin de compte, c'est une épée, hein. Elle a une forme un peu particulière pour nous, mais globalement, c'est une épée. Le bouclier, en revanche, effectivement, il est extrêmement petit. Alors, Platon indique aussi que dans l'armée atlante, il y a des frondeurs et des archers, voilà, qui font partie de l'armée atlante. À mon avis, c'est peut-être ceux qui sont les moins bien équipés, donc peut-être parmi les populations les plus pauvres, parce que pour avoir une fronde, il faut pas grand-chose. Pour avoir une fronde, il faut de la corde, un cordage et puis un bout de cuir, et vous faites une fronde. Donc un arc, c'est déjà un bout de bois avec un tendon, quelque chose d'un peu plus élaboré, mais et puis il faut faire des flèches, donc c'est encore un peu au-dessus. Et puis après, vous avez les hoplites qui, eux, ont déjà une épée de métal, avec éventuellement un bouclier, la caëtra, et puis vous avez ensuite les cavaliers, et puis vous avez ensuite les nobles avec les chars, etc. Et les cavaliers, ils sont déjà des nobles d'antiquité. Donc voilà. Donc pour ceux qui sont les moins bien équipés, il y a tout un tas de frondeurs apparemment et d'archers. Et il faut savoir une chose, c'est que Diodore de Sicile en parle de ça. Et il en parle dans d'un endroit qui est pas très loin de l'Espagne, qui est d'ailleurs aujourd'hui en Espagne, hein. Ce sont les îles Baléares. Et Diodore de Sicile, qu'est-ce qu'il nous dit sur les frondeurs des îles Baléares? Il nous dit les frondeurs des îles Baléares sont si précis dans leur tir qu'ils manquent rarement leur cible. Déjà, faut être capable. Et nous indique la raison, en fin de compte, c'est qu'ils pratiquent continuellement depuis l'enfance, sous contrainte de leurs parents, car en effet, on place devant eux un morceau de pain attaché à un poteau, que le novice, celui qui apprend à utiliser la fronde, n'a le droit de manger qu'après l'avoir touché. Donc il peut alors le prendre avec la permission de sa mère et le manger. Donc vous voyez comment ils entraînent, en fin de compte, au Baléares les frondeurs, nos chers Ibères, puisque à mon avis, ces îles qui sont très proches de l'Espagne, comme on peut le voir ici, vous voyez, c'est l'Espagne, les îles Baléares, c'est ici. Donc les frondeurs des îles Baléares sont très réputés, d'après Dédore de Sicile. Et, euh, et donc pour que Platon en parle, c'est qu'apparemment, pour qu'il y ait des frondeurs et des archers, c'est quelque chose d'important, quoi. Euh, on retrouve aussi sur les peintures rupestres beaucoup d'archers en Espagne. On peut imaginer que les frondeurs atlantes, donc pour revenir sur les frondeurs, qui sont à mon avis l'élément le plus caractéristique, ils étaient aussi précis que ceux des Baléares, et de par leur proximité avec les Baléares, avec la péninsule ibérique. Donc, ce qu'il faut voir aussi, ce qu'on peut dire, ce dont on peut parler, c'est que Baléares, l'étymologie de Baléares pourrait provenir d'un mot ibère ou atlante euh, qui serait Abala Eria, et qui tirait en fin de compte du basque, si on utilise le basque pour le traduire, ce qui veut dire ça veut dire le pays des frondes euh, en basque. Voilà, Eria le pays et Abala, la balle, la fronde. Donc
C'est une des plus anciennes langues parlées en Europe de l'Ouest, le basque, et l'analogie est flagrante avec le mot baléare, le pays des frondeurs. Donc, l'écriture ibère du sud-ouest est déchiffrable en partie grâce à la langue basque d'ailleurs. Il y a quelques traductions, quelques éléments de traduction bien particuliers qui peuvent être faits à partir du basque, pas pour tout, mais pour une bonne partie, ça peut être fait à partir du basque. Donc voilà pour les frondeurs atlantes qui existaient et dont on a quelques éléments avec les frondeurs des Baléares. Alors les Atlantes sont aussi de très très grands navigateurs, c'est peut-être même leur première caractéristique, donc euh, il faut quand même qu'on parle de la navigation, même si aujourd'hui retrouver des bateaux de l'âge des Atlantes de 6000 ans, ça n'est pas le cas. Les archéologues, à mon avis, ne font pas tout à fait ce qu'ils font en la matière. Donc, messieurs, il faudrait un petit peu que vous cherchiez, hein, cherchiez des bateaux antiques, hein, préhistoriques. Ce serait bien. Ça éviterait de croire toujours que l'être humain ne s'est déplacé qu'avec ses deux pieds jusqu'à temps que Christophe Colomb découvre l'Amérique. Hein, ce serait bien. Donc les Atlantes, ils étaient des maîtres dans l'art de commercer et de naviguer. Le canal vers la mer et le port principal étaient pleins de bateaux et de commerçants qui venaient de toutes parts. C'est ce qu'on trouve dans le Critias de Platon. Donc le professeur Georges Diaz Montechano, il a fait état de plusieurs gravures qu'il a retrouvées, des gravures rupestres, donc sur des parois, dans des grottes, ou dans des lieux reculés d'Andalousie, et qui montrent des navires, des bateaux en permanence, de tout type, qui seraient donc des témoins de la très ancienne passion des peuples ibères pour les activités maritimes, notamment du côté de l'Andalousie. Donc ici, vous voyez que dans cette partie, donc au nord du détroit de Gibraltar, on a retrouvé dans la caverne de Lara Alta, à Jiménez de la Frontera, donc un petit peu à l'est de Cadix, hein, pas très loin, on a retrouvé donc des gravures de bateaux, avec des voiles, des rames, vous voyez, différentes formes, hein, et un emplacement avec un espèce de fanion, comme si c'était un espèce de port. Voilà, donc ces gravures, elles sont datées par le docteur Eduardo Garcia Alfonso autour de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est pareil, vous voyez, 4000 ans avant Jésus-Christ, ça veut dire que si c'était à cette époque-là, on connaissait déjà des navires qui étaient quand même assez élaborés, parce que vous voyez, il y a une voile, il y a un mât, il y a des rames, certes, mais des voiles aussi, et donc une poupe, une proue, donc c'est pas un esquif, c'est pas une coracle, c'est-à-dire une coracle soit une embarcation faite avec une armature de bois et des, des pots cousus dessus, ou bien un tronc, même un tronc d'arbre vidé que l'on met à l'eau, dans lequel on se met dedans. Vous voyez, c'est quand même des embarcations avec un mât et autres qui sont élaborées, quoi. Hein. Donc, et il y a de ça 6000 ans, donc. Et tout ça en Andalousie. Donc, vous voyez que si les Atlantes étaient un peuple marin, il y a des chances aussi que ça puisse être de ce côté-là. Il n'y a pas de contre-indication par rapport à ce qu'on peut retrouver. Alors, on va aborder la dernière partie de, de la culture des Atlantes, les derniers critères, en fin de compte, de la culture des Atlantes qui pourraient se trouver en Andalousie. C'est celle qui concerne la métallurgie. Donc, les Atlantes étaient reconnus pour ayant, pour, pour- pour avoir une grande culture de la métallurgie, donc un grand savoir-faire en termes de production de métaux et ce genre de choses. Et donc, il faut voir une chose, c'est que l'abondance des métaux et la présence de mines qui sont exploitées depuis le néolithique sont les conditions et les facteurs de l'expression antique de la métallurgie préhistorique en Andalousie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a énormément de mines dans le sud du pays. Hein. Et donc, si vous n'avez pas de mines, eh ben, vous ne pouvez pas faire de métallurgie, ou alors il faut aller chercher le métal ailleurs.
Mais comme on l'a vu récemment, c'est un pays qui est extrêmement montagneux, c'est un pays qui est extrêmement riche en termes de métaux que l'on peut retrouver. Et donc, bien forcément, ça facilite en fin de compte le développement d'une activité métallurgique. Et c'est le cas dans le sud, dans l'Andalousie, comme vous pouvez le voir. Donc, vous avez une carte ici qui est faite, donc qui retrace l'intensité de la production métallurgique, c'est-à-dire vraiment là où il y a eu le plus de production métallurgique pendant l'âge du bronze antique et moyen, dans la péninsule ibérique, et à partir de la distribution des armes et des outils. Donc, vous voyez, et ça date donc, je vous ai mis une référence, c'est l'idéal à partir de 2010. Vous avez en dessous, donc, des tombes qui correspondent aux civilisations qui sont aujourd'hui étudiées et qui ont été retrouvées dans des villes fortifiées de l'âge du bronze, ce bronze qui sont très antiques, donc, et qui sont les civilisations des sites de Los Milares et des Largars. Donc, où il y a eu apparemment des civilisations importantes dans ces villes qui sont développées, très étendues, qui allaient chercher avec une organisation sur plusieurs centaines de kilomètres, qui drainaient des métaux, qui les transformaient et qui en faisaient une production tout à fait standardisée, c'est-à-dire avec très peu d'éléments artistiques individualisés, hein. Donc ce sont vraiment des productions de masse, hein, qui sont essentiellement, donc on peut imaginer qu'elles sont destinées à être exportées. Euh, alors que les productions artistiques, je dirais de petite gamme, en général, vous les gardez pour un usage propre, pour tous les jours, et lorsque vous voulez faire des choses de plus grande diffusion, en général, vous les standardisez, et vous faites des choses qui sont un petit peu plus rudimentaires, beaucoup plus standards. Et c'est le cas, c'est ce qu'on retrouve dans ces civilisations-là qui viennent d'être découvertes il y a peu de temps, en fin de compte, il y a une décennie ou deux, et qu'on ne connaissait pas avant. Donc ici, vous voyez que les coupes, les vues en coupe de la tombe de Los Milares, hein, qui était en Tolos, donc avec un espèce de tumulus. Et vous voyez une vue en coupe. Donc vous voyez, c'est assez original, c'est assez drôle parce qu'on retrouve encore des anneaux concentriques à l'intérieur de cette tombe en tumulus que vous voyez ici reconstituée à droite avec une entrée, avec une pierre qui est percée, hein. Tout ça, c'est extrêmement bien fait, hein. Et donc vous retrouvez encore la structure concentrique, même de la tombe, hein, et une structure en tumulus, bien avant que les Grecs fassent des tombeaux en forme de tholos. Donc, euh, donc vous voyez que les civilisations de Los Milares et des Largars, ce sont des villages préhistoriques qui se situent au sud-est de l'Andalousie, sur cette côte-là, et ils datent aux environs de 3500 avant Jésus-Christ, pour la plus ancienne des civilisations. Vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est bien avant les Romains, il y a 5500 ans donc. Il marque l'émergence de sociétés qui sont extrêmement hiérarchisées, qui sont fondées, donc, comme j'ai pu le dire déjà, sur la production métallurgique de masse, hein, et donc dont les tombes de Los Milares sont rondes, en forme de tholos, bien avant celles des Grecs. Alors, il y en a qui pensaient que c'était les Grecs qui avaient communiqué leur forme de tombe à ces civilisations, mais comme elles sont bien anciennes, bah, normalement, si on respecte la logique scientifique, il y a des chances pour que ce soit l'inverse, hein. Donc, ça n'a toujours pas d'est vers l'ouest, mais là encore une fois, ce serait d'ouest vers l'est, même en matière de culte et de forme de tombe utilisée. Donc ces cultures métallurgiques, elles s'étendent du Portugal, comme on peut le voir, à la Méditerranée, hein, et sur essentiellement le sud de l'Espagne, qui correspond globalement à l'Andalousie et au sud du Portugal. Donc, encore une fois, ça correspond. Mais avec une extension, vous voyez, vers le nord, hein, c'est-à-dire qu'il y en a eu quand même vers le nord, mais plus on est proche de l'Andalousie et de ces zones de production, plus il y en a, hein. Ce qui est logique puisque on est plus proche des sources principales de métaux. Alors pour parler un peu d'évolution de la métallurgie ibère, donc vous voyez, je vous ai mis deux images qui reconstituent les sites des villages de Los Milares et du site d'El Argar.
Donc vous voyez que ce sont, par rapport à leur âge, à leur période, donc il y a 5500 ans, soit en moins 3500, vous voyez un petit peu, ce sont des sites qui sont fortifiés, avec en cercle concentrique. Ici, sur Los Milares, vous avez même des forts qui viennent, qui sont concentriques, qui sont ronds, qui sont en forme de cercle, qui sont tout autour du périmètre de cette ville fortifiée, hein, qui comporte des murailles avec, vous voyez, des tours circulaires. Donc c'est une reconstitution précise de cette ville, hein, euh, avec des habitations qui sont rondes. Et vous voyez donc plusieurs cercles concentriques, hein, avec plusieurs niveaux qui remontent vers l'élévation la plus importante de la ville, qui devait se trouver tout en haut. Donc vous voyez que ces sites-là, comme celui d'Elargar aussi, qui se trouve sur un flanc de colline, il est extrêmement fortifié. Vous voyez ici qu'il y a une muraille, hein, dont l'ouverture est vers le bas au bord d'un ravin, hein. Donc ça veut dire que si vous voulez attaquer, si vous arrivez par le haut, par la crête, parce que vous n'arrivez pas par le ravin, bah, il va falloir que vous descendiez tout le long des murailles pour approcher. Et qu'ensuite, ici, à l'intérieur, apparemment, vous avez tout un système de fortification à l'intérieur qui vous contraint à employer un espace qui est extrêmement étroit pour remonter dans la ville et qui va être très facilement défendable par les défenseurs. Donc vous voyez que ça témoigne d'une volonté de se défendre. Voilà, ce sont des gens ils sont là pour protéger ce qu'ils ont et on ne rigole pas avec la sécurité dans ces civilisations-là. Donc oui, ce sont des gens agressifs. C'est pas une civilisation qui est ouverte, c'est une civilisation qui se défend. Ce qu'on peut voir, c'est que le site archéologique andalou de la cité d'El Algar, donc à El Algar, il démontre une activité métallurgique intense depuis les alentours de 2000 avant Jésus-Christ, sur une région qui va jusqu'à 250 km aux alentours. Donc sur 250 km, il concentre la production du minerai, son extraction, son acheminement et son traitement pour la production d'objets afin d'être exportés et vendus. Ce qui aurait pu d'ailleurs sûrement, comme l'étaient les Atlantes, en faire la réputation. Et donc ça confirme encore une fois la possibilité que l'Atlantide soit en Andalousie. L'oligarchie des Largar, elle possède des moyens de production. Donc vous avez une oligarchie qui dirige un petit peu, qui dirige en fin de compte tout ce processus-là, euh, qui est soutenu et qui est protégé par une aristocratie guerrière. Donc en gros, vous avez ceux qui possèdent tout en haut, et puis juste en dessous, vous avez ceux qui les protègent, donc qui sont armés. Et en dessous, vous avez ceux qui sont les producteurs ou les esclaves et qui produisent en fin de compte ce qui fait la richesse du pays. Donc on retrouve les trois strates, les trois couches, hein, d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans nos civilisations occidentales, hein, ça n'a pas beaucoup évolué, euh, d'après ce qu'on peut remarquer. Et donc, ben, vous voyez que les origines de notre modèle occidental, eh bien, elles sont bien ici. La production, elle est organisée et elle est standardisée, comme je vous l'ai dit. Donc, elle ne laisse aucune place à l'expression individuelle ou artistique, hein. Pas de grands motifs. Il y a quelques éléments qui indiquent comme une marque un petit peu la provenance, comme on va pouvoir le voir à la prochaine diapositive. Et en dehors de ça, il y a pas d'éléments superflus ou extrêmement esthétiques de cette production. Et à El Argar, donc, on a retrouvé donc des bols, des bijoux, des armes à très très grande échelle, qu'ils soient en cuivre, en argent, en bronze ou en or, qui sont les métaux qu'on a retrouvés essentiellement en Andalousie, comme on avait déjà vu. Alors, je vais vous parler maintenant des mines qui sont au service d'une certaine oligarchie. Donc, la production toujours des largars était organisée depuis les mines environnantes jusqu'à la cité, comme on l'a vu. À Cabezo Redondo, on a trouvé un site qui fait partie d'un ensemble de plusieurs villages qui étaient liés à la culture des largars.
qui était concentré près d'une lagune située au sud-est de la péninsule ibérique. Non loin, on a trouvé un trésor, le trésor de Villena, qui comprenait des objets en fer, en or, en argent et en ambre pour plus de 10 kilos. Pour vous donner une idée, c'est pas tous les jours que quelqu'un, un archéologue, trouve un trésor de 10 kilos en fer, en or, en argent. Donc ça permet d'avoir un peu une idée. Alors vous voyez ici le site encore fortifié, métallurgique, hein, de la culture argarique à Penalosa, près de Jaén, en Andalousie. Jaén, la ville, vous savez, avec les anneaux concentriques, celle qui en avait 5, on a vu déjà, hein, qui serait une ville atlante. Et vous retrouvez encore un site fortifié, hein, ici, vous voyez, il reste des fortifications tout autour, sur une péninsule, donc au bord de l'eau, plus ou moins entouré, hein, avec un espèce d'éperon, en fin de compte, c'est la forme d'un éperon barré, hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que vous avez une avancée dans l'eau, et ici, il suffit de fermer cette partie-là, et ça vous permet de vous défendre. Donc vous voyez que c'est une civilisation qui ne plaisante pas, hein, qui est assez riche, qui fait du commerce, qui fait du business, et qui se défend donc des étrangers qui seraient un petit peu capables de venir leur récupérer leur production ou leur richesse, c'est hors de question. Et puis surtout, vous voyez en dessous donc les fameux bols en argent du trésor de Villena, de la culture des Largars, hein, qui est un village qui est situé juste à côté, hein, le trésor de Villena. Comme vous pouvez le voir, bah, vous voyez que les bols ils sont extrêmement standardisés, hein, ils ont à peu près, il y en a deux qui ont la même taille, hein, ils sont très synthétiques, c'est des décors géographiques avec des triangles l'un dans l'autre, une espèce d'étoile à 8 branches. Hein. Et puis au milieu, eh bien, tiens, comme par hasard, encore une fois, eh bien, on retrouve les trois cercles concentriques sur le dos de ce bol. Donc voilà, donc un trésor trouvé en Andalousie, à Villena, dans une région métallurgique très ancienne, extrêmement antique, et où on retrouve trois anneaux concentriques sur le fond d'un bol. Comme par hasard, c'est sûrement un hasard, j'imagine. Mais voilà, je vous laisse apprécier.